Il existe un pays que le monde pense déjà connaître. Un pays relégué aux gros titres, cartographié dans la tristesse, réduit à l'abréviation de crise. Mais de tels noms sont toujours incomplets. Ils décrivent le bruit et oublient le silence qui l'accompagne. Ils consignent la blessure sans s'interroger sur ce qui saignait auparavant. Le Yémen est plus ancien que les guerres qui portent son nom, plus ancien que les frontières qui l'entourent. Son sol garde la mémoire de royaumes qui échangèrent de l'encens à travers les continents avant que Rome ne trace sa première route. Ces pierres portent des inscriptions dans des écritures que personne de vivant n'a apprises. Son air sec et ancien dans les hautes terres, chargé de sel sur la côte, renferme quelque chose de plus difficile à nommer que l'histoire, quelque chose de plus proche de la permanence. Pour comprendre un lieu comme celui-ci, il faut cesser de le parcourir comme une carte et commencer à le sentir comme un courant. Car le Yémen ne s'organise pas par catégories. Sa nature et son architecture partagent la même grammaire. Sa religion et son paysage utilisent donc la même voie. Son passé et son présent ne sont pas séparés. Ils dorment dans les mêmes pièces, respirent à travers les mêmes murs et s'éveillent au même appel à la prière. Survivre ici a toujours demandé de la créativité. Pas la créativité du confort, mais celle plus exigeante, celle qui naît quand la pierre est le seul matériau disponible, quand l'eau est si rare qu'elle devient sacrée, quand la falaise sous votre maison est à la fois fondation et forteresse. L'architecture de ces terres a d'abord émergé de la nécessité, et la beauté est venue parce que la nécessité, suivie avec fidélité, produit sa propre forme de grâce. La boue est le principal langage de construction dans l'intérieur du Yémen. Pas une boue fine et fragile, mais une boue compressée, séchée au soleil, stratifiée, qui a survécu aux empires. Des cités entières s'élèvent en elle. Des tours de 9 étages, côte à côte, formant des ensembles qui ont résisté à 5 siècles d'inondations, de vent et à la lente usure du temps. Dans le Wadi Hadramaout, la vallée qui coupe le désert sud-est, cette tradition a atteint son expression la plus dramatique. Tour après tour, couleur ambre à l'aube et ombre noire au crépuscule, pressées si serrées qu'elles partagent leur teinte. Vue du ciel, la densité paraît presque impossible, une silhouette qui semble appartenir, à première vue, à un siècle bien plus récent. Mais elle est plus ancienne que la plupart des cités qui se disent antiques. 500 ans de murs debout, 500 ans de mains qui se souviennent comment rebâtir ce que la pluie et le temps érodent. L'entretien ici n'est pas une réparation, c'est une dévotion. Dans la même vallée, un palais blanc s'élève contre la brume ambrée, arrêtant le temps. Le palais de Sayoun, plus grande structure du Hadramaout, a été façonné à partir de la même brique séchée au soleil que les tours qui l'entourent, puis lavée à la chaux blanche jusqu'à briller comme issue d'un autre monde. Il fut autrefois le centre politique du sultanat de Kaïti, un siège d'autorité dans une région qui suivait son propre rythme, distinct de la péninsule arabique. À l'intérieur, des corridors voûtés portent encore des motifs floraux peints et la lumière se déplace lentement sur les sols carrelés. Aujourd'hui musée, il abrite les objets d'un royaume disparu. Manuscrits, armes, bijoux, de petites choses qui portaient autrefois un poids immense. Les murs blanchis ont subi les aléas du temps, mais ils n'ont pas cédé. Ils perdurent comme les choses fières, non pas inchangées, mais inaltérées. Ce que la vallée a édifié de boue, les montagnes l'ont sculpté de pierre. Dans le massif du Haraz, où l'altitude change tout, la température, la couleur de la lumière, le bruit du vent, les communautés ont trouvé d'autres solutions aux mêmes problèmes de survie. Dans des villages comme Al-Hadjara, la réponse fut de monter. Plus haut que les inondations, au-delà de la portée des envahisseurs, assez haut pour que la montagne elle-même devienne le premier rempart. Les maisons n'étaient pas placées à côté des rochers. Elles furent taillées dans la roche, découpées, empilées avec une précision que l'ingénierie moderne examine encore avec respect. Les murs s'emboîtent sans mortier. Les corniches naturelles deviennent des fondations. Les portes sont sculptées directement dans la paroi rocheuse. Et l'ensemble du bourg, vu de loin, ressemble moins à un village qu'à une forme que la montagne aurait elle-même cultivée. Les terrasses qui s'étendent sous ces villages racontent une histoire tout aussi patiente. Des générations ont sculpté les hauts plateaux du Haraz en marches de terre cultivées, transportant des pierres pour ériger des murs de soutènement et tirant des cultures d'un sol qui ne devrait logiquement pas exister à cette altitude. Chaque terrasse est une négociation entre la volonté humaine et la géométrie de la montagne. L'eau des brumes et des brèves tempêtes est recueillie dans des citernes de pierre taillées dans le socle, puis canalisée à travers des rigoles irriguant les champs de céréales et de cattes. Vues d'en haut, ces terrasses ondulent comme un liquide, comme si la montagne avait été modelée par l'eau plutôt que par les mains. À l'aube, quand la lumière est encore fine et argentée,
Le paysage entier respire à l'unisson. Pierre, sol, brume et les premiers bruits pointus de mouvement des villages perchés. La foi n'est pas séparée du monde physique au Yémen. Elle est tissée dans les matériaux de construction, dans les rythmes qui organisent chaque jour, dans la géographie même du pays. Dans le désert de Marib, où la chaleur déforme l'horizon et le sable renferme plus d'histoire que la plupart des bibliothèques, 7 piliers de pierre s'élèvent du sol, inclinés de façon à capter la lumière de l'après-midi comme des doigts tendus. Ce sont les vestiges du Mahram Bilqis, le temple du dieu lunaire, centre sacré du royaume sabaïen antique, et le lieu que la tradition locale a toujours relié à la reine de Saba. Enfoui pendant plus de 2000 ans sous le désert accumulé, le temple n'a été partiellement fouillé qu'au dernier siècle. Des inscriptions en écriture sabaïenne ancienne parcourent encore les murs, retraçant les mouvements d'encens, les noms des prêtres et les cycles lunaires qui régissaient le calendrier de cette civilisation. Les Sabaïens ne construisaient pas des temples par crainte du divin, mais parce qu'ils comprenaient le temps. Ils étaient marchands, astronomes, ingénieurs de l'eau et du commerce, et ils organisaient aussi toute cette compréhension autour d'une relation avec le ciel. Ces 7 piliers sont le reste de cette conversation. Se tenir à Marib au crépuscule, l'air acquiert une qualité précise. La température chute plus vite que la logique ne le permet. Une légère trace de chaleur minérale émane de la pierre. Les ruines, pas seulement le temple, mais l'ensemble du réseau de canaux, d'anciennes digues et de fondations de peuplement que les archéologues continuent de découvrir, communiquent une notion d'échelle que les faits seuls ne sauraient rendre. La vieille digue de Marib, l'une des merveilles d'ingénierie du monde antique, irrigua autrefois une civilisation entière depuis ce désert. Lorsqu'elle s'effondra finalement au VIe siècle, après une série de brèches catastrophiques, les habitants qui jouissaient de son abondance se dispersèrent à travers la péninsule arabique et au-delà. L'effondrement d'une civilisation, inscrit dans la mémoire familiale, reste traçable dans les généalogies et les toponymes de la région. La mémoire prend différentes formes. En pierre, certes, mais aussi en boue, en manuscrit, dans la pratique physique de la prière. La ville de Tarim, nichée dans la vallée du Hadramaout, sous le même ciel désertique que les ruines antiques, conserve son histoire dans une autre archive. Plus de 360 mosquées pour une population à peine plus grande qu'une petite ville. Ce nombre seul indique l'orientation de ce lieu, le degré avec lequel la vie spirituelle organisait tout le reste. Pendant des siècles, Tarim fut un centre d'érudition islamique, envoyant ses diplômés au Caire, à Damas, à Jakarta et au-delà. Les savants de cette vallée transportèrent la pensée juridique et spirituelle yéménite à travers le monde de l'océan Indien, établissant des communautés dans l'archipel malais et en Afrique de l'Est, qui retracent encore la lignée de leurs enseignants jusqu'à cette vallée désertique. La mosquée Al-Mihdar s'élevant à plus de 160 mètres dans le ciel sans autre matériau que la brique séchée au soleil est le symbole le plus visible de cette tradition. Aucun fer de renforcement, aucun matériau importé. Juste de l'argile, du soleil et le savoir accumulé de la façon d'empiler soigneusement une chose sur une autre jusqu'à ce qu'elle dépasse ce à quoi elle a droit. Les marchés de Tarim se déplacent avec une retenue qui surprend ceux qui s'attendent au vacarme du commerce. Épices, dattes, produits simples, exposés sans spectacle, échangés sans urgence. Le rythme quotidien s'articule autour de la prière comme les rivières s'articulent autour du relief. Autour des mosquées, d'anciens manuscrits sont encore lus. Les arbres généalogiques sont toujours retracés jusqu'aux compagnons du prophète. Le lien avec les débuts de l'islam n'est pas symbolique ici. Il est biographique, transmis de bouche à oreille sur tant de générations que la frontière entre histoire et récit s'estompe au profit d'une réalité plus utile que les deux. Sur la côte, une autre mémoire, plus ancienne, moins lisible, plus sauvage. L'île située à environ 250 km au large de la côte sud du Yémen défie la logique du paysage environnant à tel point qu'elle a semblé, pendant des siècles, appartenir à un autre monde. Socotra a émergé de sa longue isolement comme une île biologique unique en son genre. Plus d'un tiers de ces espèces végétales n'existent nulle part ailleurs sur la planète. L'isolement qui a produit cette singularité n'était pas seulement géographique. L'île se trouve à l'intersection de courants d'air qui rendaient la navigation antique périlleuse et les saisons de mousson qui la coupent du continent pendant plusieurs mois chaque année sont le mécanisme par lequel l'évolution y a divergé dans des directions inexistantes ailleurs. L'arbre à sang de dragon est l'image qui voyage le plus loin, la silhouette étrange en forme de parapluie qui s'élève sur le plateau de Dixam où les nuages se couchent bas contre le calcaire et où le silence devient matériel.
Son nom vient de la résine rouge profond qui suinte de toute incision de son écorce, utilisée depuis des siècles en médecine, en rituels religieux, dans la teinture des tissus et la préparation de l'encens. La tradition locale raconte que ces arbres ont grandi à partir du sang d'un dragon tombé lors d'une bataille antérieure à toute histoire enregistrée. Le récit est une légende, mais la résine est réelle, et la forme de l'arbre n'est pas seulement ornementale. Dans les hautes terres souvent embrumées, où la pluie est rare et les eaux souterraines rares, la couronne large de l'arbre à sang de dragon agit comme collecteur de brume. Ses branches s'étalent sur une surface suffisante pour capter l'humidité des nuages, la canalisant vers les racines. Forme suivant fonction avec une précision qui semble conçue. Ce qui, au sens le plus strict du terme, est vrai, conçu par les pressions d'un environnement spécifique sur des millénaires d'adaptation. Sur la côte ouest de Socotra, où les plages de sable blanc se courbent dans des eaux couleur vert-vert, il n'y a aucune route. L'accès se fait uniquement par la mer. Les communautés de pêcheurs organisent encore leurs relations avec l'océan autour d'un savoir plus ancien. Lire la couleur de l'eau, le vol des oiseaux, le mouvement des dauphins que la tradition locale interprète comme signe de conditions de pêche généreuses. Avant chaque sortie, des feux sont allumés sur la plage. Pas pour se réchauffer, pour bénir. La mer n'est pas traitée comme une ressource, elle est considérée comme une entité ayant ses propres intentions, capable de générosité ou de rétention selon la façon dont on l'aborde. Cette compréhension, fonctionnelle, spirituelle et pratique à la fois, caractérise la façon dont les communautés yéménites ont toujours négocié avec leur environnement, sans le dominer, sans s'en retirer, en trouvant les termes précis de la coexistence que le terrain impose. Dans les hautes falaises du Wadi Dawan, une autre négociation avec un terrain impossible. Le village de Haïd al-Jazil s'accroche au sommet d'un monolithe solitaire qui s'élève depuis le fond de la vallée, d'abord perçu comme une illusion d'optique. Des maisons perchées sur la roche nue, empilées en amas, visibles à des kilomètres et semblant appartenir à la pierre plutôt qu'à être posées sur elle. Aucun chemin ne mène jusqu'à lui. Le fond de la vallée se inonde lors de fortes pluies et cette menace a déterminé chaque choix de construction. Des murs en briques de boue contiennent de la paille mélangée à l'argile pour la résistance à l'attraction. Les portes sont taillées dans les rares palmiers du désert. Les fenêtres sont étroites, conçues non pas pour la vue, mais pour l'ombre et la défense, deux exigences qui, dans cet environnement, se confondent. Au crépuscule, le bourg capte la dernière lumière et prend la couleur de la pierre qui le porte, jusqu'à ce que la ligne entre village et falaise se dissolve et que le monolithe tout entier semble respirer. La survie codée dans l'architecture, tel est le thème récurrent, la phrase que le paysage continue à reformuler avec des vocabulaires différents. Dans la vieille Sanaa, perchée à plus de 2286 mètres d'altitude sur un plateau où l'air est fin et la lumière particulière, le codage prend sa forme la plus élaborée. Tour à plusieurs étages en briques cuites et pierres volcaniques, revêtues de chaux blanches et décorées de motifs géométriques en plâtre. Des vitraux aux étages supérieurs diffusent de la lumière matinale sur les murs intérieurs en changeant de couleur au fil du jour. De loin, la vieille ville apparaît comme une texture dense, ambre, blanc et terre cuite, serrés les uns contre les autres comme un manuscrit en 3 dimensions. De près, chaque bâtiment révèle des décisions individuelles, l'emplacement des cheminées, la profondeur des pierres de fondation, les détails sculptés en bois au-dessus des portes, variant d'une maison à l'autre, témoignant du goût et du statut des familles qui occupent ces édifices depuis des siècles. Sanaa est l'une des plus anciennes cités habitées en continu sur Terre, et contrairement aux villes qui portent ce titre comme une étiquette muséale, elle continue de fonctionner comme une ville. Les vieux souks sont toujours des souks, les mosquées restent actives. Les habitants habitent encore les tours, les réparent avec les mêmes matériaux qu'à l'origine, transmettant le savoir de leur entretien de génération en génération. La désignation UNESCO reconnaît l'importance de ce qui s'y trouve, mais elle ne protège pas, seules les personnes peuvent le faire, en continuant à vivre au sein de l'histoire plutôt qu'à côté. Au cœur de la vieille Sanaa, la grande mosquée porte un poids particulier. La tradition affirme que sa fondation remonte au 7e siècle, à l'époque du prophète Mahomet lui-même. Ce qui ne fait aucun doute, c'est l'âge de ce qui se trouve à l'intérieur. Dans une bibliothèque du complexe, des manuscrits coraniques subsistent dans un état de fragilité extraordinaire, parchemins desséchés en courbe, encre décolorée à la teinte de l'ombre, écriture encore lisible aux yeux entraînés.
Ce sont parmi les plus anciens exemplaires du Coran au monde, découverts presque par hasard lors de rénovations dans les années 70, cachés dans un faux plafond où ils avaient été conservés peut-être pendant des siècles. La lumière du soleil pénètre à travers des treillis en bois sculptés, projetant des motifs d'ombre et de clarté sur les sols de pierre, usés lisses par 1000 ans de pas identiques, de même intention, de même retour. Non loin de ces pierres de prière usées, dans un coin de l'histoire de Sanaa que la plupart des visiteurs négligent, subsiste la mémoire d'une géographie religieuse plus ancienne sous forme de fragments. Avant que les mosquées ne s'élèvent, avant que l'appel à la prière ne devienne le rythme quotidien de la ville, il y avait une église. La cathédrale d'Al-Khalis, construite au VIe siècle sous domination éthiopienne, fut édifiée avec du marbre importé de Constantinople et décorée de mosaïques que les voyageurs comparaient aux grandes églises byzantines. Elle devait être la déclaration architecturale de la présence chrétienne dans l'Arabie du Sud. Elle n'a pas survécu sous forme visible. Ce qui subsiste est souterrain, sols en mosaïque, fragments de verre colorés, faibles contours de croix grecques dans le plâtre révélés par des fouilles archéologiques. L'absence est elle-même une preuve, non pas d'effacement, mais de transformation. Une ville qui a continué à bâtir sur ses propres couches, chaque époque construisant sur les fondations du passé, sans réellement éliminer la mémoire. Dans les hauts plateaux du Hadramaout, au-dessus d'une vallée où le vent ne se calme jamais, un petit sanctuaire blanc occupe une pente que peu de gens découvriraient sans qu'on leur indique où regarder. Le tombeau du prophète Houd, ou ce que la tradition tient pour son tombeau, n'est pas grandiose d'un point de vue architectural. Un dôme modeste en chaux blanche, un escalier étroit, un chemin de pierre sculpté. Houd apparaît dans le Coran comme le messager envoyé au peuple d'Ad, une civilisation si puissante et orgueilleuse que sa destruction est devenue l'un des récits d'avertissements fondamentaux de la foi. Une fois par an, la vallée se transforme. Des familles arrivent de toute la région, installant des tentes sous le sanctuaire, allumant des feux contre les falaises sombres. Les sons qui s'élèvent durant la nuit mêlent prière et conversation. L'odeur d'encens se confond avec celle de la pierre du désert. À l'aube, le dôme blanc capte la première lumière et la retient un instant avant que le soleil ne monte assez haut pour blanchir toute la colline. Les marchands qui arrivent avec des dattes et de l'eau ne sont pas de simples vendeurs. Ils participent à une économie de dévotion qui opère ici depuis des générations, rassemblant les gens autour d'une absence, autour de la mémoire d'une figure dont l'existence relève de la foi plutôt que de la documentation. Le territoire au nord de Sanaa, descendant du plateau, porte une autre forme d'affirmation concernant la relation entre ambition humaine et forme naturelle. Dar al-Hajar, le palais de roche, ne se trouve pas à côté d'un rocher. Il repose sur une construction de 5 étages édifiée au XVIIIe siècle, bien que la base rocheuse recèle des histoires bien plus anciennes, s'élevant d'un pilier massif de pierre naturelle d'une manière qui continue à provoquer une véritable désorientation à la première vue. La ligne entre la fondation et le bâtiment est invisible. Le palais semble s'être extrudé de la pierre elle-même, ses fenêtres à arcs et balcons sculptés s'étendant à plusieurs niveaux, terrassés en 5 étages d'élégance croissante. Construit à partir de pierres imbriquées avec une source d'eau naturelle traversant son cœur, il fut conçu comme un pavillon d'été royal, avec un système de refroidissement passif qui faisait circuler l'eau et l'air à travers la structure afin de maintenir des températures intérieures supportables dans la chaleur des hautes terres. La source continue d'alimenter la communauté environnante. Le palais, aujourd'hui musée, attire les visiteurs qui se tiennent à sa base, penchent la tête en arrière et tentent de comprendre comment cela a été réalisé. Et la réponse, comme tant de choses au Yémen, implique patience, précision et refus d'accepter que l'environnement ne puisse être exploité. Dans la plaine côtière basse, où le terrain est plat et mordillé de sel et où les vents viennent de la mer Rouge, les ruines de Zabid offrent une leçon différente, celle de ce qui arrive lorsque la mémoire institutionnelle se désintègre. Jadis, parmi les centres les plus importants d'apprentissage islamique de la péninsule arabique, Zabid abritait plus de 80 écoles où la théologie, les sciences et les arts étaient étudiées et débattues à la lueur des lampes à huile. Les érudits de la ville façonnèrent sans la pensée religieuse à travers la région pendant des siècles. Aujourd'hui, c'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, également inscrit sur la liste des lieux en péril. Les murs en briques de boue s'effritent, le plâtre sculpté se détache des cadres de porte. Les ruelles étroites mènent devant des bâtiments qui s'inclinent et se fissurent, cédant lentement leurs détails au vent salé. Dans quelques cours, des écoles coraniques fonctionnent encore, des enfants qui récitent sous des toits de feuilles de palmier, leur voix fine face à la décrépitude silencieuse qui les entoure.
L'écart entre ce qu'était cet endroit et ce qu'il est devenu se fait le plus entendre dans ces moments. Ce n'est pas une tragédie qui fait taire, mais une tragédie qui appelle à quelque chose. Il y a un silence à Zabid plus dense que l'absence. C'est le silence d'une conversation interrompue à mi-phrase, d'une bibliothèque dont les étagères subsistent, mais dont les lecteurs sont partis. Les lieux n'oublient pas entièrement, même quand les gens cessent de les entretenir. Ils conservent leur forme dans une patience dégradée, attendant l'attention qui leur permettrait de parler à nouveau. Le Yémen persiste ainsi à travers toute sa géographie. Dans la résine rouge qui suinte de l'écorce d'arbres anciens sur une île isolée, dans le pilier de roche qu'un bâtisseur royal a choisi de surélever plutôt que de placer à côté, dans les 7 colonnes de pierre qui ont survécu à l'effondrement d'une civilisation et qui restent debout sous la chaleur du désert. La persévérance est le mot d'ordre. Pas la victoire, pas la célébration, la persévérance. La forme particulière d'endurance qui ne s'annonce pas, qui ne nécessite pas de public, qui continue simplement parce que la continuation est ce qu'elle sait faire. Ce qui relie tout cela, l'écologie insulaire, les tours de boue, les terrasses de montagne, les temples du désert, les sanctuaires de vallée, le palais blanc, la bibliothèque de la mosquée, les écoles en ruine, n'est pas une histoire nationale unique. C'est quelque chose de plus lâche et de plus durable. Le résultat cumulé de peuples, à travers des millénaires, cherchant des moyens de rendre les conditions spécifiques de ce lieu vivable. L'arbre à sang de dragon buvant la brume, l'agriculteur en terrasse gérant l'eau qui n'arrive que 4 mois par an, le constructeur de briques de boue mêlant de la paille à l'argile pour la solidité, le gardien de manuscrits stockant des textes dans le plafond d'une mosquée où ils ont attendu 5 siècles avant d'être découverts. Chacune de ces actions est une forme d'intelligence appliquée à un défi particulier. Chaque réponse a un environnement qui ne cède pas facilement. La guerre qui a défini le Yémen ces dernières années est réelle, et son poids est immense. Rien de ce qui existe dans ces paysages ne diminue ou n'annule cette réalité. Mais la profondeur de ce que recèle cette terre, son antiquité, son unicité biologique, ses traditions architecturales, ses lignées savantes, ses couches de géographie religieuse, ne disparaît pas face à la souffrance actuelle. Les pierres de Marib se tiennent toujours. Les terrasses du Haraz sont encore cultivées. Les mosquées de Tarim accueillent toujours des étudiants. Les arbres à sang de dragon étendent encore leurs couronnes sur le plateau de Dixam et boivent la brume. La mémoire survit sous différentes formes, dans les colonnes de calcaire qui s'élèvent du sable du désert, dans la boue mêlée à la paille, façonnée à la main en murs qui dépassent les hommes qui les ont érigés, dans les manuscrits assez fins pour se voir à travers, conservés dans l'obscurité assez longtemps pour devenir presque mythiques et toujours lisibles. Dans un dôme blanc sur une colline que les gens gravissent pieds nus chaque année, non pas pour prouver quoi que ce soit sur ce qui se trouve dessous, mais parce que l'acte d'arriver compte. Parce que se rendre à un lieu, gravir quelque chose, être présent dans un paysage qui vous demande d'être présent, c'est en soi une forme de connaissance. Si le monde a tendance à réduire les lieux à leur pire moment, alors l'effort de compréhension requiert l'impulsion opposée, la volonté de laisser un lieu être grand, d'être multiple, de contenir la contradiction sans s'effondrer. Le Yémen est ancien et menacé, beau et brisé, isolé et profondément lié aux lignées de la civilisation mondiale. C'est une terre où la brume est captée par les arbres, où les savants ont cartographié le ciel pour organiser le commerce, où des cités entières ont été bâties de terre et ont survécu à tout ce qui les entourait. Il est encore là, toujours vivant dans la mémoire, toujours portant dans ses pierres, ses arbres, ses traditions et ses terrasses, le long enregistrement de ce qu'il a su faire.